Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 30 septembre et à la une de cette édition, les pompiers de l'aéroport ont entamé une grève illimitée avec à la clé un service minimum. Ils réclament le départ sans délai du directeur du service d'incendie et de secours à l'aéroport. Autre revendication, la reconduction du contrat qui lie EDIS au SDIS. Pour l'heure, la convention doit prendre fin le 31 décembre prochain, impliquant le départ des 12 pompiers professionnels de droit public. Au montage, Leslie Vimenet. Les pompiers de l'aéroport sont de nouveau en mouvement. Au cœur des revendications, le départ du directeur du service d'incendie et de secours. Ce dernier a d'ores et déjà démissionné, mais les grévistes souhaitent que son départ soit immédiat. Le premier point, c'était le départ souhaité du responsable du SSLA, parce qu'aujourd'hui, nous en avons marre de travailler avec cette personne, et nous le disons encore haut et fort. Toute personne qui vient travailler à Mayotte sans les Mahorais n'est pas le bienvenu à Mayotte. Parce qu'à savoir nous stigmatiser, parler de notre accent, etc., ce n'est pas du tout possible au sein d'un département français. Autre revendication qui ne date pas d'hier, la reconduite de la convention entre le SDIS et EDIS. Problème, la DGAC souhaite que des pompiers de droit privé intègrent l'aéroport. En effet, les pompiers professionnels sont des fonctionnaires. Selon les syndicats, ils coûtent donc plus cher et sont moins malléables. Actuellement, on a 12 hommes qui sont de droit public au niveau de l'aéroport, 12 sapeurs-pompiers de droit public, c'est des sapeurs-pompiers professionnels. Cette convention, depuis que la présidente est arrivée à la tête du SDIS, ça a commencé à se prendre la tête avec cette convention. Aujourd'hui, pourquoi nous, l'intersyndicale, on se bat pour que ces sapeurs-pompiers puissent rester au niveau de l'aéroport de Mayotte? Parce qu'en aucun cas, nous, on aimerait voir que le service public, que celui des sapeurs-pompiers, quitte l'aéroport. Ou sinon, que l'État décide d'enlever les gendarmes, la police, la douane et la DGAC au niveau de l'aéroport et les laisser qu'à des privés. Et on verra comment un aéroport peut fonctionner sans le service public. Il ne faut pas que stigmatiser les sapeurs-pompiers. Nous, on se battra toujours pour que ces hommes restent là-bas pour épauler leurs homologues mahorais qui vont reprendre cette activité au niveau de l'aéroport. Les pompiers sont en grève illimitée. Seul un service minimum va donc être assuré à partir de ce jour. Et cela n'est pas sans conséquence sur le niveau de sécurité à l'aéroport. Comme pour chaque mouvement social, nous devons assurer le service minimum exigé. Le service minimum exigé, c'est 2 pompiers. Chaque compagnie prend ses responsabilités. Si Aerostral veut faire atterrir son avion avec un niveau 5 de protection, c'est le commandant qui prend ses dispositions de mise en danger des passagers. Parce que imaginez qu'il y ait soit une sortie de route ou autre chose et que le PPA n'est pas fait, là, c'est une mise en danger qui est concrète. Pourquoi nous, on fait ce mouvement? C'est pour être entendu et que les choses évoluent au niveau de l'aéroport de Mayotte. Depuis 1 an et demi, les pompiers du SDIS s'insurgent contre leur départ programmé de l'aéroport. De quoi craindre un durcissement du mouvement à seulement quelques semaines des grands départs de décembre. Et autre grève qui, elle, a pris fin ce lundi. Durant 70 jours, la CGT au sein du groupe GBH a stoppé le travail. Les grévistes revendiquaient notamment un alignement avec leurs collègues des autres territoires ultramarins. Ils dénonçaient par ailleurs les pertes financières liées à l'application du Code du travail de droit commun en 2018, en raison notamment du passage aux 35 heures. Aujourd'hui, le conflit a pris fin, mais les rancœurs demeurent en raison notamment de plusieurs procédures judiciaires. Écoutons plutôt Salim Naouda lors de la matinale de Kouessi. Les salariés de leur côté, ils ont résisté justement parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à subir comme ils ont subi durant toutes ces années. Quand ils ont vu depuis 2018 la régression qu'ils ont subie au niveau des rémunérations, pendant qu'ils demandaient l'application des mêmes droits que ce qui est appliqué à leurs homologues à La Réunion. Et aujourd'hui, le groupe s'est élargi en allant jusqu'aux Caraïbes et en Guyane. Donc ils ont dit pourquoi dans tous les départements on n'aurait pas le même statut. C'était l'objet de la grève. Et puis on a en face de nous un employeur qui n'a pas voulu entendre cette question d'égalité et d'équité et qui a cherché à tout prix à mettre en porte-à-faux les salariés pour pouvoir... D'ailleurs, vous avez remarqué à 2 reprises, il les a entraînés devant la justice. Mais heureusement, nous avons eu une justice qui a vu qu'il est temps à ce que le social évolue à Mayotte, à ce que les employeurs arrêtent de faire ce qu'ils ont envie de faire à chaque fois
et n'ont pas été pour autant sanctionnés à la hauteur de ce qu'avait voulu l'employeur. Heureusement pour les salariés. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment le 4e comité de programmation du contrat de convergence, ou encore un contrôle en mer du parc naturel marin avec des sanctions à la clé. Au montage, Leslie Vimenet. Le 4e comité de programmation du contrat de convergence et de transformation de Mayotte s'est tenu lundi matin. 50 nouveaux projets d'investissement ont été programmés pour un montant total de subventions de 162 millions d'euros. Sur le milliard 600 millions, la construction scolaire dans le premier degré se verra ainsi bénéficiaire de la somme de 121 millions d'euros. Dans le second degré, la construction affiche un budget de 334 millions d'euros. En ce qui concerne le plan global de transport et de déplacement de Mayotte, un budget de 260 millions d'euros a été annoncé. La question du logement et des requalifications urbaines dispose de 220 millions d'euros. Quant au renouvellement urbain, 100 millions d'euros y seront affectés. L'eau et l'assainissement récolteront 120 millions, le développement économique et le tourisme 88 millions, la formation professionnelle 73 millions d'euros. Les infrastructures sportives seront également développées au moyen d'un budget de 55 millions d'euros. À l'approche de la fin de la saison sèche, les défrichements et les brûlis reprennent dangereusement. Les coupes illégales sont nombreuses, y compris sur du terrain public, comme dans l'arrière-mangrove de Malamani, où une dizaine d'arbres ont été tronçonnés pour laisser place à des plantations agricoles illégales. Les brûlis sont strictement encadrés par un arrêté préfectoral datant de 2017, mais les panaches de fumée deviennent de plus en plus fréquents dans le paysage, en zone agricole ou forestière. Les naturalistes assurent que ces derniers jours, la presqu'île de Sazilé a été particulièrement impactée par des feux sans surveillance. Les naturalistes ont donc alerté tous les services concernés et envisagent de déposer plainte. En effet, chaque année, la déforestation et les brûlis détruisent le couvert végétal dans des zones qui abritent encore des reliquats de forêts sèches, une formation végétale en régression accélérée dans le monde qui n'existe plus dans l'outre-mer français qu'en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Ce vendredi, à l'occasion d'un contrôle de routine sur le dispositif de concentration de poissons fixé au large de Magicavo, les équipes du parc naturel marin ont procédé à un contrôle en règle de plusieurs embarcations de pêcheurs. Elles se sont notamment retrouvées face à une embarcation qui pêchait dans une zone réservée à la pêche professionnelle et qui faisait l'objet de nombreuses infractions. Aucun permis de navigation, une carte de circulation maritime ancienne, l'intention de vendre les produits de leur pêche. La vente est interdite lorsque la pêche est pratiquée en loisir et les nageoires caudales des poissons doivent être sectionnées en guise de bonne foi. Celle de leur prise était intacte. Les agents du parc ont donc diligenté une procédure et procédé à la destruction immédiate du produit de la pêche illégale par réimmersion. Les 15 bonites pêchées ont été relâchées et le matériel des pêcheurs du dimanche a été saisi avant que ces derniers ne soient raccompagnés vers l'accès terrestre le plus proche. Et le 16 septembre dernier, le Conseil des ministres a décidé de sortir Mayotte de l'état d'urgence sanitaire. Une semaine plus tard, la préfecture s'est fendue d'un communiqué pour autoriser la reprise des activités physiques et sportives. Une réunion d'échange s'est tenue cet après-midi au lycée Mamoudzou Nord pour clarifier certains points et rappeler l'importance des gestes barrières. En effet, il n'est pas question que certaines libertés, les nouvelles libertés, soient synonymes de reprise de l'épidémie, comme on a pu le voir en métropole. Un reportage signé Paul Arthur Avit. 2 personnes par entité sportive maximum, les bases des gestes barrières et de la distanciation sociale furent posées avant même que la réunion ne commence. Une piqûre de rappel pour les représentants des différentes activités sportives de l'île qui sont venus à cette réunion pour en apprendre plus sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en cette période de crise sanitaire, maintenant que les activités sportives sont autorisées. Nous avons souhaité regrouper donc, les responsables des organisations sportives de ces territoires à la suite donc, de la publication du communiqué de presse du préfet qui autorise la reprise des activités physiques et sportives, qu'elles soient de loisirs ou compétitives. L'enjeu est que Mayotte se trouve dans une zone de circulation active du virus et que l'objectif c'est de reprendre, mais j'allais dire de faire une reprise responsable et sécurisée des activités sportives de sorte à ce qu'on puisse contrôler la situation sanitaire. Une reprise qui ne sera possible qu'avec l'application des gestes barrières. L'accent était d'ailleurs de mise sur ce sujet. En effet, chaque activité sportive peut très facilement se transformer en nouveau cluster.
Ces regroupements, eh bien, ça constitue un risque de diffusion de la maladie. Si l'une de ces personnes est malade dans ce groupe, eh bien, effectivement, il y a des risques de diffusion et il y a le risque de constitution des clusters, ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des cas groupés qui sont liés entre eux. Et ça, effectivement, à l'ARS, nous sommes extrêmement vigilants en ce moment puisque nous avons beaucoup d'apparitions, nous avons un nombre important de clusters qui apparaissent dans l'éducation nationale, dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Et donc, on veut faire attention à ce qu'il y ait le moins de clusters possible qui apparaissent également dans la sphère sportive. En effet, si l'on veut un jour pouvoir reprendre un rythme de vie similaire à celui avant l'épidémie, tout le monde doit mettre la main à la pâte et faire l'effort de respecter au maximum les gestes barrières. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.